Bien. Moi, chaque fois, je dis qu'il y a plus de fois que gens que la fois précédente, mais je vais arrêter de le dire, parce que de toute façon, il y a un moment où on ne peut plus augmenter. Mais c'est vrai. Ce qui montre l'intérêt qui est suscité par le thème que vous avez choisi de traiter dans cet ouvrage, 9 milliards d'hommes à nourrir, un défi pour demain. Et c'est vrai que le titre seul sonne comme un véritable défi qui est lancé à notre planète et à ses habitants. Marion Guillou, vous dirigez l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, depuis 2004. Vous êtes polytechnicienne, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Vous êtes également docteur en sciences des aliments. C'est dire différents titres auxquels que vous avez pour vous intéresser à ce sujet et nous apporter des réponses. Et vous avez rédigé cet ouvrage avec Gérard Materon, président du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'est donc finalement les deux principales institutions qui peuvent avoir à parler là-dessus, qui, par vos bouches, nous ont donné des éléments de réponse dans cet ouvrage. Je ne l'ai pas amené d'ailleurs, mais enfin, il est extrêmement dense et fourni pour ceux qui... Voilà, vous en avez sûrement un exemplaire sous la main. Voilà, vous avez vraiment toutes les réponses et puis surtout, ça brosse un tableau très large. Ça prend le sujet par tous les angles possibles, ce qui fait vraiment l'intérêt de cette analyse. Nourrir les hommes, ça a toujours... était l'un des principaux défis portés à l'humanité. Nous avons la chance en Europe et dans le reste du monde développé de ne manquer de rien ou presque de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas oublier à quel point les famines et les disettes ont été fréquentes durant notre histoire, y compris avec des populations qui, il y a quelques siècles, étaient évidemment très inférieures à celles qu'on connaît aujourd'hui. La sécurité alimentaire est une formidable conquête, mais elle est récente et surtout très inégalement répartie à travers le monde. Si la faim a heureusement beaucoup reculé, 1 milliard de personnes restent encore sous-alimentées dans notre pays. À l'époque, pardon, pas dans notre pays, dans le monde, bien sûr. Hein. Dans notre pays, il y en a peut-être quelques-uns, mais voilà. C'est le problème de passer au paragraphe suivant avant d'avoir fini son paragraphe. Je vous le décommande à tous. Ce n'est pas un hasard si les thèses malthusiennes, à une certaine époque, ont connu un tel succès. C'était vraiment le signe de la crainte de ne pas pouvoir nourrir la population qui a dominé les siècles passés, d'où l'idée qu'il fallait restreindre les naissances parce que la quantité de terre cultivée était finie. Et finalement, les idées de Malthus ont subi un cinglant démenti puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Cette augmentation de la population mondiale ne cesse de s'accélérer. On avait 1 milliard d'habitants aux alentours de 1800, 2 milliards vers 1930, 4 en 1975. Nous avons franchi la barre des 6 milliards et nous serons 7 milliards fin 2011. Les démographes qui étudient, et nous sommes 5, voilà, fin 2011. Les démographes nous disent étudient bien sûr les courbes de fécondité et font des projections qui tapent plutôt sur un ralentissement de cette accélération, y compris dans les pays en voie de développement. Mais nous devrions tout de même être, d'ici 2050, 9 milliards d'habitants, d'où le titre de votre ouvrage. Donc Malthus avait tort. D'ailleurs, c'est maintenant une manière commode de critiquer certaines dispositions, propositions. Quand on dit c'est malthusien, vous êtes malthusien, en général c'est plutôt une critique. Et malgré tout, le défi reste toujours aussi présent parce que même si l'agriculture moderne représente un succès considérable, si on regarde ces chiffres, il n'empêche que le modèle sur lequel elle est basée, à bien des égards, n'est pas tout à fait soutenable, en tout cas sous sa forme actuelle. Et c'est vraiment cette question-là de sa soutenabilité et de la manière dont il faut le faire évoluer sur cette question que vous penchez dans cet ouvrage. C'est donc un défi qui n'est pas seulement quantitatif. Le modèle productiviste qui s'est développé en Occident depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'aide de cultures intensives, des engrais, des pesticides, ne peuvent pas sans danger être généralisés. Ça pose le problème de la viabilité de notre écosystème, la surexploitation des terres, de l'usage irraisonné des produits chimiques, mais aussi la question de l'alimentation. Et c'est vraiment l'intérêt de cet ouvrage que de prendre le sujet par les deux bouts. C'est ce qu'on produit, mais aussi ce qu'on mange. Et vous le constatez, on produit de plus en plus, on est capable de nourrir une population de plus importante, mais avec une alimentation qui est souvent de moins en moins équilibrée. C'est le paradoxe. On a une nourriture de plus en plus riche, tandis que notre activité physique ne cesse de diminuer.
sans doute parce qu'il y a trop de gens qui ne lisent pas les notes du Centre d'analyse stratégique, notamment sur la pratique régulière du sport, et je vous la conseille, même si elle date un peu, elle est toujours d'actualité. Le surpoids et l'obésité sont devenus très fréquents dans beaucoup de parties du monde développé, en particulier les États-Unis, mais certains pays d'Europe ne sont pas en reste. C'est maintenant le tour de la Chine, où on évalue, me dit-on, à 300 millions le nombre d'obèses. Ça me paraît considérable, mais voilà. Votre livre, Marion Guillou, nous montre donc combien bien la complexité du défi qui est à relever. Il ne s'agit pas seulement de nourrir plus de personnes, mais de mieux les nourrir en répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celui du respect de la biodiversité. Et je note à ce sujet que vous êtes en partie appuyé sur le rapport Chevassus-Lui du Centre d'analyse stratégique de 2009, ce dont je vous félicite. Et c'est clair que le respect de la biodiversité, c'est un impératif incontournable, qui se pose particulièrement par rapport à cette question, parce que la question finalement c'est celle de la disponibilité du foncier, de la disponibilité des terres, l'utiliser toujours plus pour l'agriculture, oui, mais quid à ce moment-là des besoins en termes de préservation de la biodiversité ou d'autres usages comme le stockage du carbone ou comme toutes sortes d'autres destinations qu'on peut imaginer. C'est donc une tâche immense et je pense qu'il est particulièrement intéressant de la traiter comme vous le faites à travers des scénarios. C'est quelque chose qu'on aime bien au CAS parce qu'on aime bien avoir une vision un peu prospective. En même temps, on prévient toujours en disant que les scénarios, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est évaluer des tendances. Et je pense que c'est ce que vous faites bien en disant finalement il y a une tendance qui consiste à poursuivre le modèle productiviste. On voit bien qu'on peut effectivement nourrir de plus en plus d'hommes en continuant à faire ce qu'on a fait plutôt pas mal, si on voit uniquement le résultat en termes de production, mais avec tous les problèmes que ça peut poser sur l'alimentation, sur la biodiversité, sur la durabilité de ce mode d'exploitation. L'autre plus vertueux qui impose de remettre en cause un certain nombre de pratiques, le gaspillage alimentaire, les trop nombreuses pertes de récoltes, le développement excessif de l'élevage, de rééquilibrer les modes d'alimentation pour qu'il n'y ait pas un si grand écart, non seulement en quantité, mais en répartition entre les modes d'alimentation des pays riches et des pays pauvres. Ce sont certaines des questions qui se posent. Il y en a d'autres. Les terres cultivables seraient-elles assez nombreuses si on renonce au productivisme? Est-ce qu'on peut se passer des cultures transgéniques? Un autre sujet sensible. Peut-on faire face en même temps au réchauffement climatique qui risque de multiplier et d'aggraver les sécheresses, qui est une question très importante sur laquelle on n'a pas toutes les réponses, bien entendu. Votre ouvrage expose en détail ces contraintes et ces défis pour nous aider à nourrir de façon satisfaisante 9 milliards d'habitants d'ici 2050. En lisant votre livre, on se dit que d'abord la tâche est très ardue, mais qu'en même temps, il y a finalement beaucoup plus de variables sur lesquelles on peut jouer que la simple quantité de terre et l'intensité de leur culture, que c'est tout notre modèle qu'on est invité à réinventer. C'est ce qui le rend passionnant, mais je ne veux pas le déflorer davantage et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que j'ai reconnu un certain nombre d'amis ou de spécialistes dans la salle, donc c'est un plaisir de m'adresser à vous ce soir, avec l'idée de faire une introduction au sujet, et puis ensuite d'avoir un débat, parce que je pense que c'est la partie participative qui vous intéressera également, sachant que ça n'est pas un jeu de questions-réponses, vraisemblablement, il y a des questions sans réponse et des questions qu'on partagera. Alors, peut-être vous dire d'abord pourquoi ce livre et vous raconter un peu pourquoi nos deux organisations de recherche, l'INRA et le CIRAD, sont arrivées à se questionner sur l'alimentation mondiale. Bon, d'abord, on est dans un contexte, dans l'histoire de l'humanité, totalement exceptionnel. C'est bien sûr notamment la démographie qui fait qu'on n'a jamais connu une situation d'appel à la production de ce volume-là, puisque, je rappelle quelques chiffres que vous avez bien sûr tous en tête, et je ne suis pas démographe, mais pour lire leurs travaux, c'est quand même 3 milliards vers les années 60, 3 milliards vers les années 60, 6 milliards 40 ans après, alors qu'on avait mis pour atteindre ces 3 milliards toute l'histoire de l'humanité. Donc il faut se rendre, je pense que d'avoir ces ordres de grandeur en tête, ça dit qu'il y a eu un appel à la planète au cours
de la fin du siècle dernier qu'on n'avait jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Pendant que cette population passait de 3 milliards à 6 milliards, la disponibilité alimentaire par citoyen du monde passait de 2500 kilocalories à 3000 kilocalories. Donc une production qui, pendant ce temps-là, augmentait plus vite que la population, donc une production agricole et une disponibilité alimentaire qui ont été multipliées à peu près par 2,5 pendant ce temps-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit peu plus de terres mises en culture. Quand on regarde les superficies cultivées, il y en a eu un peu plus, mais des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec les augmentations que je viens de vous citer. Il y a eu plus d'irrigation. Et l'irrigation a été une des causes d'augmentation du rendement. Globalement, en moyenne, une grosse augmentation du rendement agricole, en moyenne, puisque là où il fallait 0,45 hectares pour nourrir un habitant de la planète, il en faut ensuite, dans les années 2000, 0,25. Si vous dites l'ordre de grandeur en matière d'augmentation de rendement de l'hectare agricole. Et pendant ce temps-là, on avait un appel aux ressources naturelles, une pression sur les ressources naturelles qui se développait. Une de ces pressions, au sens large, étant bien sûr le réchauffement climatique. Donc un paysage historiquement, dramatiquement au sens anglais du terme, nouveau. C'est spectaculairement nouveau pour parler plus français. Deuxième élément, un élément plus conjoncturel, c'est que ces sujets redeviennent des sujets d'actualité. Les événements de 2008, ce qu'on a appelé les émeutes de la fin de 2008, ont été une des causes de remise à l'agenda des questions d'alimentation, parce qu'au fond, je vais utiliser un dicton totalement banal, mais les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas, et donc tant que l'alimentation paraissait quelque chose de naturellement accessible et plus un facteur limitant, on n'en parlait plus, mais plus dramatique à mon avis, tant que c'était les ruraux, et les journalistes vont rarement chez les ruraux, on ne parlait pas des 900 millions de personnes qui avaient faim. Quand est-ce qu'on s'est mis à parler des émeutes de la faim? C'est quand des urbains, dans les pays pauvres, dans certains pays, et notamment des pays voisins, se sont mis à avoir faim des émeutes urbaines de la pauvreté. Donc un paysage qui faisait que ces sujets redevenaient des sujets d'actualité, et comme toujours sans doute, mais j'ai peu d'expérience dans les autres domaines, on lit des choses à ce moment-là qui sont des instantanés sur tel et tel aspect. Et vu des spécialistes, ça a toujours un côté un peu, est-ce que j'ai le droit de dire agaçant? C'est-à-dire on a toujours l'impression qu'il manque la mise en paysage, qu'on met l'accent sur telle ou telle chose, mais qu'il manque l'approche systémique. Et au fond, dans ces cas-là, soit on râle, soit on se dit, écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Donc on l'a fait avec le CIRAD, avec Gérard Matron, parce qu'on s'est dit, des organismes de recherche peuvent organiser cette mise en paysage, c'est-à-dire qu'est-ce que, vu de chez nous, quel est ce système alimentaire mondial auquel il faut qu'on réfléchisse si on veut se demander comment nourrir une population encore croissante, même si, comme vous le disiez, on a déjà un ralentissement de la croissance, donc on n'est déjà plus dans les périodes qu'on a connues jusque dans les années 98, je crois, où on avait encore une accélération. Donc effectivement, c'est un phénomène qui ralentit, mais quand même, on va encore augmenter, soi-disant, des 7 milliards. Comme le disaient des démographes, on a participé à des débats, c'est à 1% près, donc à 140 millions d'habitants près. Bon, il faut rester modeste dans ce genre de choses. Le 7 milliardième bébé, c'était à 140 millions près. Bon. Enfin, en tous les cas, on arrive à des... disons une population autour de, quand on dit 9 milliards, c'est symbolique. Vous savez qu'il y a une incertitude qui d'ailleurs... se calme, puisque les évolutions, comme vous le disiez tout à l'heure, les démographes nous disent que peut-être que ça se calmera plus vite qu'on ne le pensait. Toujours est-il, 9 milliards en 2050. Comment on refait cette augmentation d'accessibilité alimentaire en respectant la durabilité et donc une gestion des ressources naturelles qui assure la suite de l'histoire pour nos enfants, petits-enfants, etc. Alors, donc, un sentiment d'urgence, d'une certaine manière, du fait de la situation spectaculairement différente, un sentiment de besoin d'approcher ça de manière systémique, c'est-à-dire on ne peut plus parler
d'agriculture ou d'alimentation sans regarder ce qui se passe dans la croissance économique, sans regarder ce qui se passe en matière énergétique, sans regarder ce qui se passe dans d'autres domaines qui auparavant se traitaient d'une certaine manière, de manière disjointe, on ne peut plus regarder le système alimentaire mondial indépendamment. Et puis, ce besoin pour nos institutions de recherche, pour nous-mêmes, d'une certaine manière, pour avoir une compréhension de la situation et des éléments les plus importants dans cette situation, d'essayer de l'appréhender un peu mieux et de partager ce paysage. Voilà un peu notre motivation à agir. Gérard Matron et moi-même. Gérard Matron s'est cassé l'épaule en faisant du vélo, et donc il n'est pas là ce soir, mais je suis certain que si certaines questions s'adressent à lui, je pourrai lui transmettre et il vous répondra. Vous avez remarqué qu'on a essayé d'illustrer, on a essayé d'avoir une approche globale, de faire de la biblio, de regarder ce qui était publié dans le monde et d'illustrer par des exemples concrets. Et la plupart du temps, les exemples concrets sur les pertes, sur ce qui se passait dans les pays du Sud, sont des exemples concrets issus des expériences du CIRAD. Et je pense que c'était notamment un des éléments qui faisait que c'était intéressant qu'on le fasse ensemble, vu finalement d'un pays dit du Nord et vu d'un organisme qui travaille essentiellement dans les pays du Sud. Alors je ne sais pas comment continuer parce que j'ai prévu un diaporama et que je ne sais pas si l'ordinateur peut venir là ou si je vais aller à l'ordinateur. Ou alors si on fait ça à deux. Alors je vais commencer, et puis les transparents rattraperont. Donc le sujet du bouquin, c'est comment nourrir l'humanité, disons de 9 milliards symboliquement en 2050. Il faut se rendre compte que pour nourrir une population, on a certes besoin de quantité, je vais continuer comme ça. On a d'abord besoin que la quantité d'alimentation soit disponible. Le premier sujet, c'est produisons-nous suffisamment de denrées pour qu'il y ait une alimentation en masse suffisante pour la population, pour la population mondiale. Donc le premier sujet, c'est bien sûr la quantité. Alors, il est toujours difficile de donner des ordres de grandeur, et c'est une des conclusions du travail qu'on a conduit, INRA et CIRAD ensemble, c'est l'exercice Agrimonde. Il n'y a pas de nourriture dans l'absolu. Ça dépend du régime alimentaire de la population. Et un des facteurs directeurs de notre capacité à nourrir la population mondiale en 2050, c'est le régime alimentaire de cette population mondiale. Aujourd'hui, dans nos pays, nous avons accès à plus de 4000 kilocalories par habitant et par jour. Plus de 4000 kilocalories. Aux États-Unis, parfois 4800. Or, en France, en 2005, quand on a fait les derniers calculs dont on dispose, on a effectivement mangé 2200 kilocalories par personne en moyenne. Bon, donc c'est un régime correct. Donc vous voyez qu'entre la disponibilité alimentaire à laquelle on a eu accès, les tendances qui sont toujours à l'augmentation dans nos pays, et entre ce qui est nécessaire, la FAO estime à 3000 kilocalories la disponibilité nécessaire pour que les gens de la planète aient de quoi manger de manière suffisante. Donc entre les 4000, 4800 et les 3000, évidemment, si tout le monde se met à manger comme dans nos pays de l'OCDE, on a un besoin d'alimentation qui est à peu près au moins un tiers en plus que si on a un régime alimentaire modéré, à 3000 kilocalories, dont 500 kilocalories d'origine animale. Donc premier facteur, est-ce que la quantité est disponible ? Et la quantité disponible, il faudra la discuter par rapport à l'alimentation du monde. Deuxième facteur, c'est la qualité. Évidemment, les déficits nutritionnels, par exemple une alimentation trop riche en graisse ou en sucre rapide, c'est une calamité dans pas mal de pays du monde. Ça devient un problème de santé publique d'ordre numéro 1. Donc ça, c'est une question de qualité, c'est-à-dire qualité du régime, non pas qualité de l'alimentation, mais qualité du régime. Autre problème de qualité, quand on parle en Chine du scandale ces jours-ci, l'aflatoxine, je veux dire, quand on parle de choléra dans les crevettes, n'est-ce pas, certaines personnes dans l'Assemblée, enfin, la qualité est une des caractéristiques essentielles de l'alimentation qui doit être disponible. Et puis je voudrais ajouter la notion d'accès. Et vous vous souvenez sans doute de la très belle phrase d'Amartya Sen, parce qu'elle est très profonde dans le livre Famine, qui est publié en 1981. S'il y a des gens s'il y a une famine,
c'est le signe que des gens n'ont pas assez à manger et pas qu'il n'y a pas assez à manger. Et le problème d'accès étant sur la planète majoritairement un problème de crise, de désorganisation politique ou de guerre, mais étant évidemment aussi un problème d'accès économique. Et donc la sécurité alimentaire et nutritionnelle, parce qu'aujourd'hui sur la planète, il y a autant de problèmes de sécurité nutritionnelle que de sécurité alimentaire, c'est un problème de quantité, un problème de qualité et un problème d'accès. Je crois que c'est bien déjà de ces trois sujets à la fois qu'il faut que nous parlions. Alors le contexte d'aujourd'hui, il faut regarder toujours au moins deux choses à la fois, c'est-à-dire l'alimentation d'un côté, les disponibilités alimentaires, et puis de l'autre côté, ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la planète, c'est-à-dire comment on peut assurer la durabilité du système. La situation, je vous le disais tout à l'heure quand je vous rappelais l'évolution entre 1960 et 2000, on a en théorie une disponibilité alimentaire par personne, par habitant de la planète suffisante. En théorie. Évidemment, c'est complètement faux. Évidemment, c'est complètement faux, puisque en même temps qu'on a cette disponibilité alimentaire de 3000 kilocalories par personne et par jour en moyenne, en même temps, vous avez près de 900 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger, qui souffrent de la faim, et en même temps, 1 milliard et quelques, 1,4 milliard ou 1,5 milliard de personnes qui sont en situation de surnutrition, qui mangent trop pour leur bonne santé, au même moment. Par ailleurs, évidemment, vous avez des inégalités d'accès. Accès, soit comme dans la Corne d'Afrique, des situations de désorganisation et de guerre, auxquelles se sont ajoutées des situations de sécheresse, soit des situations de difficulté d'accès économique, les émeutes de la faim dans les 32 pays dans lesquels il y a eu des vrais problèmes de fait, ont été des difficultés d'accès économique de pauvres des zones urbaines. Et puis cette notion, je crois, qui maintenant commence à être mieux connue, pour lequel, avec le CIRAD, on a travaillé assez sérieusement pour essayer de rassembler des données. Il y a quelques rapports internationaux disponibles et puis des données de terrain. On a essayé de mélanger un peu les deux. L'ordre de grandeur des pertes et des gaspillages. Essayer d'approcher ce que représentent ces pertes et gaspillages. Et tout à l'heure, je vous donnerai quelques graphes issus de publications. Donc, du côté de l'alimentation, une situation théorique où la quantité n'est pas le problème, mais bien la qualité, l'accès, l'inégalité, globalement, et la pauvreté. Aujourd'hui, si on voulait résoudre le problème de la faim dans le monde, il faudrait d'abord résoudre le problème de la pauvreté. Donc c'est pour ça que Bill Gates a dit, et je trouve c'est extraordinaire que ce soit quelqu'un comme lui qui l'ait dit, qu'aujourd'hui, pour résoudre le problème de la faim dans le monde, il faut d'abord investir en agriculture, puisque ceux qui ont faim sont avant tout des ruraux, et que pour le développement rural, la première manière de s'en sortir, c'est de développer la production agricole. Et puis de l'autre côté, les limites environnementales, et là je vais revenir successivement sur chacun des facteurs sur lesquels, de fait, on a des situations de tension, en général des situations de tension localisées, et parfois des situations de tension qui nous conduisent à émettre un signal d'alerte, car la tension est suffisamment générale pour appeler une réaction globale. Et tout ça dans un contexte où les variations climatiques sont déjà notables dans nos activités. Alors je vais commencer par ça, parce que c'est sans doute dans les données les plus mal connues. Là, je vous donne des publications qui ont été faites en France. C'est la petite courbe sur l'évolution du rendement du blé en France. Et elle est très, très spectaculaire. Un rendement qui évolue. Je ne sais pas si c'est visible. Je vois Bertrand qui essaye de... Ça se voit, on arrive à lire. Donc le blé qui a augmenté lentement au cours des années. Puis une rupture que vous voyez là. Donc le rendement a énormément augmenté. Et puis un plateau. On a atteint, depuis les années 90, un plateau dans les rendements du blé. Bon, après, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et puis, on pourrait se demander si c'est une situation française. Non, vous avez un article équivalent, là, qui est cité à gauche, sur certains chiffres, les années à partir desquelles on a constaté une stagnation dans les différents pays européens. Donc, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse ou Royaume-Uni. Vous voyez que les années sont toujours dans les années 80, entre 89 et 99, selon les pays. On connaît ce plateau. Et puis la même chose, une publication qui a été faite au niveau mondial sur le même phénomène. Donc la question est comment se fait-il qu'après des années d'augmentation du rendement très, très régulière et très spectaculaire, c'est la multiplication par 2,5 de la production agricole mondiale que je vous citais tout à l'heure, on arrive
à une difficulté en matière de rendement. Donc ça a été travaillé, et je peux vous dire, sans développer trop le raisonnement, peut-être que certains d'entre vous voudront qu'on y revienne, que c'est lié à l'inadaptation des variétés qui ont été sélectionnées par rapport aux nouvelles conditions climatiques. C'est-à-dire le facteur le plus frappant dans ce plateau de rendement, c'est le fait que les variétés qui sont cultivées aujourd'hui, vous savez que sélectionner une variété, c'est 10 à 15 ans. Je ne sais pas si vous avez tous ces notions de temps dans la tête, mais l'agriculture est une activité de temps long. Pour faire une nouvelle variété de blé, c'est minimum 10 à 15 ans. Eh bien oui, elles ont été sélectionnées, ces variétés qui sont dans les champs, à une époque où les problèmes de sécheresse quelques jours, y compris en Champagne, ou vous voyez, à des périodes difficiles et stratégiques pour la plante, n'existaient pas. Donc partout dans le monde, on constate ce phénomène. Deuxième élément que je voulais vous signaler, c'est au niveau mondial, au fond, on s'est interrogé sur l'effet du changement climatique sur les rendements agricoles, sachant que à un moment donné, et là encore je fais appel à Bertrand parce qu'il s'en souviendra certainement, parce que Bertrand Hervieux qui est dans la salle et qui connaît bien toutes ces affaires-là, au début on s'est dit, au fond, le changement climatique, c'est peut-être une stimulation des rendements. Au fond, l'azote dans l'air, ça a l'air paradoxal, ça a pu donner une stimulation de croissance, confère la forêt. Là, je vois des forestiers dans la salle aussi qui savent qu'au moment où il y a eu des concentrations d'azote dans l'air qui augmentaient, de fait, ça a des effets parfois positifs. Et puis le carbone, c'est pareil. Je veux dire, comme vous le savez, la photosynthèse, ça se nourrit de carbone. Et l'augmentation de la concentration de carbone dans l'air, ça peut être un engrais pour les cultures. Et de fait, si vous n'avez pas de facteur limitant par ailleurs, l'augmentation de la concentration de gaz carbonique peut être un facteur de croissance des plantes. Donc la question qui se posait, c'est est-ce que globalement, et zone par zone, parce qu'évidemment les effets ne seront pas pareils, le changement climatique va être un facteur positif ou négatif vis-à-vis des rendements agricoles. Et là, sur cette carte, vous voyez une réponse, bon, bien sûr un peu globale, donc il faudrait revenir à l'article de démarrage, mais vous voyez que dans toutes les zones rouges, ce sera négatif, et dans les zones vertes, disons, il peut y avoir des effets positifs, et normalement, et dans certaines zones du Nord, vous aurez évidemment des résultats beaucoup plus positifs. Donc, mais globalement, une situation qui sera plus vers le négatif que vers le positif. Donc, un changement climatique qui, globalement, posera plutôt des problèmes de diminution de rendement, en moyenne, et comme je vous l'ai dit, c'est très variable, qu'une stimulation du rendement. Autre facteur, bien sûr, c'est l'eau. Alors, quand je parle d'eau, il va bientôt y avoir le sommet mondial de l'eau à Marseille, c'est toujours un peu paradoxal. On peut parler de l'eau en elle-même, de la quantité d'eau, de la qualité de l'eau, et en général, c'est de ça qu'on parle, mais il ne faut jamais oublier que l'eau, c'est ce qu'il y a en plus grande quantité à la surface de la planète. Donc, très vite, quand on a des jugements sur le manque d'eau ou l'excès d'eau, il faut penser au problème d'énergie. Parce qu'au fond, vous pouvez convertir de l'eau salée en eau douce si vous utilisez de l'énergie. Bon, donc il faut se souvenir que là aussi, le problème de l'eau ne peut pas être traité tout seul. Mais quoi qu'il arrive, vous avez sur cette carte les zones dans lesquelles il y a une vraie tension en matière d'eau. Donc vous le voyez bien, ce n'est pas quelque chose de généralisé, mais vous avez quand même des stress hydriques assez sévères dans un certain nombre de bassins fluviaux et qui figurent sur cette carte-là. Donc là aussi, ce ne sera pas une réponse générale, mais vous avez des zones du monde dans lesquelles on va avoir des vrais problèmes de gestion de l'eau. Si je continue, je vais vous parler de quelque chose qui est moins habituel, le sol. Au fond, on a beaucoup parlé de rachat de superficies agricoles dans le monde, et ça, je vais vous en parler après, mais on a très peu parlé de la matière sol. Alors la matière sol, évidemment, c'est pour des agronomes, c'est un peu normal que ça nous intéresse. La matière sol, en général, on pense au support sol. On pense parfois à l'érosion, quand on sait qu'un centimètre de sol, c'est souvent 500 ans. Pour arriver à reconstituer du sol, c'est de l'érosion de la roche-mère, ce sont des phénomènes lents. Donc il faut déjà avoir en tête que le sol, c'est une matière renouvelable, mais très lentement renouvelable. Donc il faut se rendre compte que c'est une matière précieuse. Mais au-delà du fait que c'est une matière à renouvellement très lent, c'est un milieu vivant. Dans 1 gramme de sol, vous avez à peu près 1 milliard de bactéries. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas souvent. Et les propriétés du sol, et notamment la fertilité du sol, sont totalement liées à cette capacité de vie du sol.
Et si, quand il y a de la salinisation, il y a différents phénomènes qui peuvent empêcher la vie dans les sols et qui rendent les sols totalement impropres à la culture. Et donc, il est extrêmement important de regarder comment les contaminations, l'acidification, la salinisation vont potentiellement dégrader des sols au niveau mondial. Et de fait, on a actuellement dans le monde une dégradation certaine de certaines zones et globalement, chaque année, un peu plus de dégradation du sol. Là, je vous ai mis simplement un chiffre sur les sols français, tout simplement parce qu'on n'avait jamais eu ces données-là et que ça a été publié fin novembre dernier. L'état des sols en France, avec les points positifs, le fait qu'il y a globalement pas beaucoup de zones dans lesquelles les contaminations sont graves, par contre certaines zones d'attention. Et pour ceux que ça intéresse, donc maintenant une étude qui est disponible sur l'état des sols en France, y compris la partie vivant, sol vivant, c'est-à-dire il y a une carte de la densité d'ADN dans les sols pour montrer la vie des sols en France. Un sujet qui est un peu mieux connu, c'est celui de l'usage des terres. Au fond, ce sujet qui a été souvent commenté dans l'actualité avec le rachat par certains pays de terres dans d'autres zones du monde qui étaient ouvertes à l'achat. Donc si on regarde les ordres de grandeur, on a 13 milliards d'hectares de surface émergée. Et ce qu'il faut regarder ensuite, c'est quelle partie est utilisée par l'agriculture, quelle partie est utilisée par la forêt, quelle partie est impropre, et surtout, quelle partie pourrait être potentiellement utilisée par l'agriculture dans le contexte de demain où on aura besoin de produire plus, et on verra quelle quantité où on aura besoin de produire plus et mieux, et donc de faire appel à d'autres surfaces agricoles. Et là, là aussi, on peut y revenir tout à l'heure si certains d'entre vous sont intéressés, on a essayé de chiffrer quel était le potentiel d'extension des surfaces pour les cultures, en sachant que, de fait, aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers des surfaces agricoles utilisées pour les cultures et 2 tiers pour les prairies et pâturages. Prairies et pâturages destinés aux animaux. Mais là où ça devient complexe, et M. Schrecker en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la plupart des superficies, pas toutes, mais la plupart des superficies dans le monde utilisées pour les prairies et pâturages sont des superficies sur lesquelles on ne pourrait pas faire de culture. Ceux qui ont voyagé ont sans doute vu au Brésil, dans les steppes, des milliers d'hectares qui avaient une petite couche herbacée que seul l'animal s'est transformé par sa capacité physiologique, que nous, on serait bien incapable d'absorber directement. Et donc, il faut être conscient du fait que dans ces prairies et pâturages, il y a toute une partie de ces surfaces qui ne pourront pas être reconverties en surfaces cultivables. Donc, on a essayé de regarder l'un dans l'autre, quand on veut garder des forêts en quantité suffisante, parce que les forêts ont un rôle non seulement de production, mais surtout un rôle environnemental essentiel. On a à peu près chiffré ça dans notre ouvrage, vous verrez, avec les différentes références consultées, à 1 milliard d'hectares supplémentaires qui pouvaient être mis en culture. Bon, il faut l'avoir en tête parce que ça donne à peu près la possibilité, on a 1,6 milliard aujourd'hui mis en culture, on se dit qu'on a potentiellement 1 milliard de plus mis en culture, sachant que parallèlement, et vous le savez, on perd chaque année, alors il y a toujours des approximations, mais entre 10 et 20 millions d'hectares chaque année, donc ça va vite quand même, en urbanisation, imperméabilisation, enfin tout ce qui est destruction de terres agricoles, et souvent les meilleures, parce que c'est dans les deltas très peuplés, c'est dans les zones côtières en Chine, souvent les meilleures. On perd chaque année entre 10 et 20 millions d'hectares de superficie du fait de l'imperméabilisation, de l'urbanisation ou des infrastructures. Voilà à peu près quelques ordres de grandeur sur les superficies cultivables et ce qu'on pourrait éventuellement gagner comme terres mises en culture. Autre facteur, puisque là encore j'aurais envie de vous faire comprendre que tout ça c'est un système. Je pense qu'au fond notre message il y a 2 messages dans notre bouquin en subliminal. D'abord que tout ça est vraiment un système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder un élément sans regarder les autres. Et deuxième message, c'est il est urgent de stimuler l'intelligence collective sur ces systèmes si on veut pouvoir arriver à garantir la durabilité pour les générations d'après. Donc biodiversité, il faut rester modeste, elle est mal connue. On sait cependant qu'il y a une vitesse de disparition des espèces qui augmente, la vitesse de disparition augmente, que la biodiversité est un facteur essentiel de ce qu'on appelle dans notre jargon la résilience. Et finalement, la résilience chez nous, c'est la même notion que la résilience chez les psychologues ou chez les gens de la mécanique des matériaux. La résilience, c'est la capacité devant une contrainte
s'imposant à un milieu, pour ce milieu de retrouver un état d'équilibre. Donc vous avez choc climatique, vous avez sécheresse, vous avez invasion par un parasite, vous avez je ne sais pas quoi. Quelle est la capacité du milieu à retrouver une situation d'équilibre? Et il est clair que plus la biodiversité est grande, plus vous avez de diversité potentielle mobilisable, plus vous avez de capacité d'adaptation et donc de résilience des milieux. Donc dans nos domaines, dans les domaines qu'ils soient cultivés ou même plus naturels, de fait, il est extrêmement important de garder une grande biodiversité pour garder une capacité d'adaptation à ces circonstances futures qui, selon toute vraisemblance, ne seront pas les mêmes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, dernier facteur que je voulais mentionner là, en parlant de biodiversité, parce qu'il est significatif dès lors qu'on parle de situation sanitaire, et là aussi c'est un des éléments de cette biodiversité, le fait que du fait des transports, essentiellement des transports de biens et de personnes et des échanges extrêmement denses qui ont lieu à travers le monde, la migration des espèces, il y a eu des ordres de grandeur calculés, a été à peu près multipliée par 100 entre avant 1950 et en retournant à plusieurs siècles en arrière et depuis 1950. Donc ça veut dire que vous avez des nouveaux vertébrés qui arrivent, mais surtout que vous avez aussi des nouveaux agents pathogènes qui arrivent. C'est-à-dire qu'avant on parlait, pour ceux qui connaissent bien les questions sanitaires, on parlait de régions sanitaires dans le monde. On avait l'impression qu'il y avait des sous-ensembles clos du point de vue sanitaire. Et bien maintenant, sachez qu'avec la circulation des denrées, en fait toutes les circulations qu'on a, et il y avait un très bon article dans Nature il y a à peu près 2 ans là-dessus, au moment de la grippe aviaire, dès que l'agent indésirable dépasse 100 km de rayon, on ne sait plus arrêter sa circulation dans le monde. C'est-à-dire dès que vous n'avez pas réussi à prendre les mesures qu'il faut pour confiner l'agent au début du problème sanitaire, après, vous avez tellement de gens qui, avec leurs chaussures, qui, avec n'importe quoi, se baladent et donc transportent les agents, que vous ne savez plus assurer le confinement. Donc, une biodiversité qui, là aussi, et c'est un des éléments à regarder quand on regarde la durabilité des systèmes, est à prendre en compte. Alors, certains collègues, là c'est une publication de 2009, qui ont essayé de regarder dans cet ensemble d'éléments liés en matière d'environnement sur la planète, si on était dans des situations acceptables ou inacceptables, paramètre par paramètre, et ils ont regardé le changement climatique, la pollution chimique, l'acidification des océans, la couche d'ozone, l'atmosphère, la biodiversité, les usages des terres, l'eau, et les flux biogéochimiques, c'est-à-dire tous les échanges de carbone, d'azote, enfin tous ces grands cycles qui ont lieu entre l'atmosphère, la terre, les sols, l'eau, et avec des grands cycles. Et en fait, ils nous disent, et ça c'est une figuration qui parle, je pense, qu'il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on a déjà dépassé les seuils d'alerte, ce qu'ils appellent les seuils d'alerte, c'est-à-dire seuils d'action nécessaires et vraisemblablement de réversibilité à coup d'effort, et puis des seuils qui commencent, à être rouges, de plus en plus rouges, et celui dont le rouge augmente progressivement, là qui est encore à 2 ronds seulement, c'est le changement climatique. Donc une manière de figurer qui a certains paramètres environnementaux sur lesquels il est nécessaire déjà de revenir à une situation plus favorable que celle d'aujourd'hui, faute de quoi on aurait des difficultés pour la durabilité du système. Voilà donc ce paysage que je voulais vous présenter aujourd'hui sur les facteurs environnementaux et globalement ce qu'on voit arriver, plafonnement de rendement, effet du changement climatique sur l'évolution des rendements dans les différentes zones du monde, et puis facteurs limitants. Et là, je vais passer à la partie alimentation. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la disponibilité alimentaire théorique est suffisante, mais vous avez là en rouge l'évolution progressive de la disponibilité alimentaire depuis les années 60. Donc, on voit bien que la disponibilité alimentaire augmente très régulièrement depuis les années 60, et c'est pourtant par personne. Donc la disponibilité alimentaire par personne augmente régulièrement, alors que la population, au même moment, passait de 3 milliards à 6 ou 7 milliards. Là, on s'arrête à 2008, mais à 6 ou 7 milliards. Donc la disponibilité alimentaire par personne continue à augmenter très régulièrement, mais malgré tout, vous voyez la courbe bleue en dessous, avec le nombre de personnes sous-alimentées, donc un nombre qui diminuait, heureusement, et puis avec ce pic lié à l'augmentation des prix, à la volatilité des prix, donc un problème non pas de quantité,
mais un problème de millions de personnes qui n'avaient plus accès économique à une alimentation suffisante. Donc vous voyez le pic de 2008, et puis on a heureusement retrouvé un seuil un peu moins négatif, enfin un nombre un peu plus faible. Deuxième élément sur lequel je voulais revenir, et je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est la disponibilité de la production agricole pour l'alimentation. Donc là, c'est un schéma qui est intéressant. Je ne sais pas s'il est lisible, parce que certains d'entre vous sont loin. Je vais vous donner les chiffres. Si vous avez une production agricole de 4600 kilocalories, je suis toujours sur la même unité, les 4600 kilocalories par personne et par jour. De fait, vous avez en moyenne dans le monde 600 calories perdues au champ. Parasites, pertes au stockage, un mauvais stockage, les aflatoxines, les racines qui pourrissent, enfin, vous voyez, donc 600 kilocalories perdues à l'amont, surtout dans des pays mal équipés, ça c'est clair. Alors après, vous avez un coefficient de transformation entre la calorie végétale et la calorie animale, puisque en moyenne dans le monde, il y a des pays qui récupèrent mieux que d'autres, donc qui ont des recyclages plus efficaces, il vous faut 3 calories végétales pour faire 1 calorie animale. Donc vous avez un facteur de transformation, là ce n'est pas une perte, mais c'est un facteur de transformation qui explique que vous passez de la 2e barre à la 3e barre. Et puis après, vous avez ce phénomène quand même très significatif de perte à la distribution, restauration et chez le consommateur, qui explique la différence entre la 3e barre et la 4e barre. Et là, c'est évidemment des pertes sur lesquelles on peut largement jouer. Et je crois que les campagnes de l'ADEME en France et puis en Grande-Bretagne, il y a eu une grosse campagne depuis quelques années et déjà des résultats très significatifs. Je ne sais pas si vous aviez lu ça dans la presse la semaine dernière, je crois. C'est-à-dire qu'ils ont lancé des campagnes pour inciter tous les citoyens à faire plus attention et il y a déjà des résultats mesurables. Et donc, cette situation que je vous décrivais tout à l'heure, avec un phénomène qui désormais voit coexister, ce qui est assez nouveau quand même, dans les mêmes pays, parfois dans les mêmes villages, partout dans le monde, ce n'est plus une question de nord ou de sud, partout dans le monde, coexister de la sous-alimentation et de la suralimentation. C'est-à-dire qu'actuellement, on a coexistence partout des deux problèmes à la fois. Et ça, c'est quand même un sujet assez nouveau. Et je vais vous montrer là quelques chiffres, je pense que ce sera encore plus illisible dans le graphe suivant. C'est le nombre d'obèses et l'augmentation du nombre d'obèses dans le graphe suivant. Il faut qu'on se coordonne. Merci. Bon, je ne sais pas ce que vous arrivez à lire, mais vous voyez, donc quoi qu'il arrive, que l'échelle c'est de 0 à 40%. Donc vous avez à gauche les chiffres pour les hommes, à droite pour les femmes, et à gauche du graphique de gauche et à gauche du graphique de droite, les chiffres pour 1980, et à droite les chiffres pour 2008. Et vous voyez cette évolution extrêmement rapide de l'obésité à peu près partout dans le monde, puisqu'on arrive, vous voyez, pour les hommes ici à plus de 30% en Amérique du Nord, et encore plus pour les femmes. Là, c'est l'Afrique du Sud qui est championne pour les femmes. Et même dans nos pays qui étaient assez protégés du fait de leur tradition alimentaire, de leurs régimes alimentaires traditionnels, même pour nos pays, on arrive quand même à des dérapages très significatifs. Quand on parle de 30% d'une population, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est un problème majeur de santé publique. Un problème majeur d'abord de surconsommation, mais aussi et désormais un problème majeur de santé publique. Vous avez peut-être vu cet article cette semaine qui disait bien que vraisemblablement, enfin qui reprenait les données sur les États-Unis pour dire que vraisemblablement la génération qui vient serait la première génération dont l'espérance de vie à nouveau baisserait du fait de ces problèmes de suralimentation et d'obésité. Donc ce sont des problèmes, enfin on est devant un paradoxe totalement inacceptable, mais il est là. Donc comment faire en sorte que on lutte contre cette double, ce qu'on a appelé les doubles fardeaux, le fardeau du déficit par l'insuffisance ou par le déséquilibre ou par le déficit de certains nutriments, et de l'autre côté le fardeau de l'excès qui parfois va avec le déséquilibre aussi. Alors ça s'exprime assez bien parce que à travers ce qu'on appelait les transitions nutritionnelles. Pour vous dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de bon régime alimentaire. Il n'y a pas de bon régime alimentaire dans l'absolu. Les Esquimaux, ça fait depuis des siècles et des siècles, ils vivent exclusivement sur un régime d'origine animale. Et en Asie, vous avez des pays entiers qui vivent exclusivement ou presque exclusivement sur des régimes d'origine végétale.
Donc, et on ne peut pas dire qu'il y a un peuple qui... Voilà, les deux peuples ont survécu à travers les siècles. Par contre, il y a eu une coévolution de la génétique, enfin, il y a une coévolution des populations et de leur alimentation. Et ce qui se passe depuis très récemment, c'est ce qu'on appelle la transition nutritionnelle abrupte, c'est que des populations qui, par exemple, comme les populations chinoises, se sont peu à peu, disons que les personnes efficaces en absorption nutritionnelle sont vraisemblablement avantagées dans un système de pénurie, et bien ces populations Han, par exemple, sélectionnées depuis des siècles sur cette capacité, se retrouvent avec une exposition alimentaire surabondante. Et aujourd'hui, alors que ça a été extrêmement soudain, il y a 30% des enfants obèses à Shanghai. Je ne sais pas si vous voyez la rapidité de cette évolution, ce qui normalement se passe dans des siècles, c'est-à-dire des évolutions alimentaires lentes, avec une coévolution des populations et du régime alimentaire, soudainement des régimes alimentaires totalement singuliers par rapport à la tradition alimentaire. Et ça vous donne ces phénomènes d'obésité que je vous mentionnais tout à l'heure, ou alors le fait que on se retrouve partout dans le monde avec ces déficits de santé, j'entends. Alors ici, je vous figurais autre chose, mais qui va dans le même sens, c'est-à-dire dès que... Non, on revient sur la précédente. Celle-ci, c'est un autre phénomène qui montre que dans l'histoire de l'humanité, là aussi ça remonte à très loin, chaque fois que le pouvoir d'achat d'un peuple a augmenté, la première demande, ça a été de manger à sa faim, la deuxième demande, ça a été de diversifier son alimentation, et la troisième demande, ça a été d'avoir accès à des produits d'origine animale. Dans l'histoire, alors peut-être que l'Inde sera un peu singulière, parce que parfois des modèles culturels peuvent aller à l'encontre, là c'est difficile à dire, mais là vous voyez, on a pris, donc à gauche c'est un peu plus lisible, et à droite c'est tous les pays du monde. Et donc là vous voyez qu'il y a quand même une tendance claire, c'est-à-dire quand le pouvoir d'achat augmente, globalement la consommation, la demande de produits animaux augmente, parfois poisson, parfois lait, parfois œufs, parfois viande, mais la demande de produits animaux augmente. Alors, autre élément dans le paysage, c'est évidemment la volatilité des prix. Alors, la volatilité des prix, je suppose qu'il y a quelques économistes ici qui, tout à l'heure, vont avoir envie de discuter de ça. Je ne suis pas économiste, mais j'essaye de lire un peu. De fait, les économistes considéraient que c'était un facteur positif d'adaptation de l'offre et de la demande. Finalement, d'une certaine manière, c'est un signal pour que les opérateurs s'intéressent. Donc, les changements de prix, c'était quelque chose d'assez naturel et d'assez positif. Mais arrive quelque chose, et c'est dans le transparent suivant, et c'est Von Braun qui, cette année, a publié un article, à mon avis, assez intéressant sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait, au fond, au-delà de la volatilité, adaptation du marché, une volatilité excessive qui, elle, pouvait avoir un effet déstabilisateur majeur. Et Von Braun dit bien qu'il y a un effet déstabilisateur quand les marchés sont nerveux, c'est-à-dire quand il y a des changements dans les fondamentaux ou dans les politiques économiques qui font qu'il y a des surréactions instantanées au-delà des paramètres de changement physique de la situation d'accessibilité, disponibilité des denrées, qui normalement devraient être les facteurs à l'offre et à la demande qui expliquent les coûts. Donc là, on a repris un certain nombre de facteurs, puisque cette volatilité, elle est à la fois liée à la demande, ça dépend de l'augmentation de la demande alimentaire, ça dépend de l'offre aussi, de la croissance ou pas de la production agricole, et ces dernières années, on a eu un facteur de tension dû au fait qu'il y avait une faible croissance en moyenne de la production agricole au niveau mondial, qui s'accompagnait d'une diminution des stocks. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs, vous le verrez, qui sont dans ces exprimés-là, qui soit jouent sur l'offre, soit jouent sur la demande, mais qui sont des facteurs qui, à tel ou tel moment, ont pu expliquer une volatilité des prix particulièrement élevée. Et le problème de cette volatilité des prix, c'est que, de fait, lorsque les prix sont trop élevés, ce sont les émeutes de la faim dans certains pays en voie de développement en 2008, les consommateurs pauvres n'arrivent plus à acheter les denrées nécessaires. Et quand les prix sont trop bas, paradoxalement, ce n'est pas tellement meilleur, pas pour les mêmes, mais les producteurs pauvres n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, il y a toute une situation acceptable entre les deux, difficile à situer précisément, et puis des situations extrêmes qui sont défavorables, en tous les cas et à tout coup, pour les gens les plus fragiles, qui sont les populations des pays pauvres. Si je veux accélérer un peu, je vais simplement vous dire que s'ajoute à cette situation, je vais peut-être passer sur celui-là,
S'ajoute à cette situation un facteur nouveau et qu'il nous faut prendre en considération. Dans notre presse, les biocarburants ont été successivement la solution générale et puis après le diable en personne. En fait, on considère que c'est ni l'un ni l'autre. Il y a une situation énergétique mondiale et s'il y a une pénurie de carbone fossile, il y aura appel à du carbone renouvelable. Et donc le problème est de savoir par quelle modalité la plus efficace possible et par quelle modalité d'obtention la plus durable possible cette demande pourrait, si besoin, être satisfaite. Et donc on travaille actuellement sur plusieurs choses, comprendre quel est l'équilibre des terres acceptable au niveau mondial pour, dans ce futur modèle où les biocarburants seraient souhaités, et comment les produire de manière plus efficace par rapport à aujourd'hui, puisque vous le savez, pour les biocarburants de première génération, vous n'utilisez que la graine de la plante, par exemple dans une plante de blé, vous n'utilisez que la graine, ou pour la betterave, vous n'utilisez que la racine, et vous avez une plante entière qui ne sert à rien. Donc ce qu'on recherche en ce moment dans la deuxième génération, c'est l'utilisation de l'ensemble de la plante. Ça multiplierait à peu près par 5 l'efficacité de l'obtention et donc le bilan de ce type de produit. Alors un dernier, non, un petit peu plus loin si c'est possible parce que j'ai accéléré, peut-être celui d'après, voilà, encore. Voilà, ce graphique, c'est issu d'une publication qui date de fin novembre. C'est une suite d'études de cas sur les situations alimentaires et les situations d'insécurité alimentaire dans un certain nombre de zones du monde. Et le seul intérêt de ce que je voulais vous montrer là, c'est que les points critiques ne sont pas les mêmes dans les différentes zones du monde. C'est-à-dire quand on parle d'insécurité alimentaire, il faut mettre insécurité au pluriel. Non seulement il faut parler de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle à la fois du fait de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de gens en insécurité nutritionnelle que de gens en insécurité alimentaire dans le monde. Donc il faut parler de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle. Et en plus, il faut mettre très vite au pluriel, parce que les facteurs limitants, vous voyez, on les a résumés pour certaines de ces zones du monde, ne sont pas les mêmes. Parfois, c'est le problème du caractère inondable des deltas, comme au Bangladesh, où il y a 70% des terres à 5 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Donc pour eux, le problème numéro 1, c'est ça. Comment on fait quand les concentrations de population sont là et les terres agricoles sont là? Parce qu'évidemment, c'est dans les grands deltas fertiles que les gens se sont... Bon, donc là, ça peut être plutôt le facteur d'insécurité, ça peut être ce facteur-là. Aux États-Unis, ça peut être, ou en France, le surpoids, en Éthiopie, la déforestation. Donc il faut être conscient du fait que quand on va chercher à satisfaire la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale, on n'agira pas sur les mêmes facteurs selon les zones du monde. Ce ne sont pas les mêmes facteurs qui apparaîtront comme les facteurs les plus importants. Et peut-être est-il utile que je m'arrête là par quelques actions clés. Donc on a proposé réduire les pertes et gaspillages, encourager une alimentation saine, réguler la volatilité des prix. Vous voyez, des choses qui au fond sont des conclusions logiques de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler individuellement et collectivement pour assurer cette sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale dans les années à venir. Eh bien, ça suppose d'agir. En tous les cas, c'est peut-être le seul mot que je voudrais que vous reteniez de cette conférence. Le business as usual ne fonctionnera pas. Merci de votre attention. Bien, un grand merci pour cette présentation très complète et très limpide, qui marque bien effectivement l'ampleur des défis à relever. On va prendre peut-être une petite demi-heure pour répondre aux questions pour terminer à 19h30, parce qu'il faut que les gens qui assistent aient le temps ensuite d'aller manger leur steak frites et leur mousse au chocolat, conformément à tout ce qu'on vient de se dire. Mais voilà, la parole est tout à fait libre. Je vais vous laisser entre les mains de Julien Vinocq du Centre d'analyse stratégique qui pourra éventuellement la répartir. Et voilà, posez toutes vos questions, faites toutes vos réponses. Avant de prendre une première question, moi je vais peut-être me permettre de vous poser une question concernant les OGM. On en parle beaucoup. Un certain nombre de personnes justifient l'utilisation des OGM justement du fait de la difficulté à nourrir tout le monde et justifient leur utilisation pour cette contrainte de la masse de personnes alimentées. Pardon. Allô ? Ça va ? Oui. Les défenseurs des OGM justifient l'utilisation des OGM justement du fait
de la masse, du nombre considérable de personnes à nourrir dans le monde, et notamment dans les régions qui, sur le plan climatique, sont difficiles pour la culture, pour les cultures alimentaires. Qu'en pensez de ces OGM? Est-ce que, selon vous, c'est un moyen d'action pour permettre d'augmenter dans de bonnes conditions les cultures alimentaires? Oui. Alors d'abord, il n'y a pas de prêt-à-penser sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OGM dans l'absolu. L'OGM, c'est une technique d'obtention d'une plante. Donc il y a des OGM. Et j'aurais tendance à vous dire, les OGM qui permettent la production de l'hormone de croissance sont rarement remises en cause. Les plantes obtenues par génie génétique et qui ne paraissent pas indispensables à certains pays sont plus mises en cause que les OGM obtenus pour les hormones de croissance. Donc il n'y a pas de jugement unique, je pense, sur les OGM, c'est bien cas par cas. La deuxième chose, c'est que même les plantes génétiquement modifiées, je pense qu'on ne peut pas faire de généralité. Il va y avoir des constructions utiles. Quand on regarde des constructions de coton résistant à des parasites dans des zones du monde où il y avait surutilisation de produits pesticides, le bilan, puisque maintenant il y a des bilans qui sont publiés sur avantages et inconvénients de l'utilisation d'OGM, les bilans sanitaires sont globalement favorables. Quand on parle d'OGM utilisés de manière massive et sans avoir veillé à garder des refuges pour les parasites et qui ont sursélectionné des parasites et qui ont entraîné ensuite surutilisation de produits pesticides ou phytosanitaires, ben là on a un bilan qui au bout de 10 à 15 ans est défavorable. Donc vous voyez, il ne peut pas y avoir de jugement, moi je n'aurais pas de jugement simple sur les OGM. De fait, les OGM se répandent dans le monde. Il faut savoir qu'ils sont de plus en plus utilisés. Et maintenant, on commence à avoir un recul de 15 ans, 20 ans sur leur utilisation. Et donc, il y a des bilans maintenant faits de manière assez sérieuse sur avantages, inconvénients de tel ou tel OGM dans telle ou telle situation, parce que je pense que c'est bien comme ça qu'il faut regarder la question. Ici, en France, par exemple, je veux dire, de fait, nous travaillons sur les végétaux, sur les gènes des végétaux. Nous n'avons plus de travail sur les innovations OGM parce qu'il n'y a pas de demande et que comme on arbitre en permanence l'utilisation de nos crédits, on arbitre pour savoir comment utiliser au mieux nos ressources. Par contre, en tant qu'organisme public de recherche agronomique, on veut rester compétent. Parce qu'on se dit que si le contribuable paye un organisme de recherche agronomique et qu'on n'est plus capable de dire comment regarder telle ou telle construction, quel risque potentiel, quel bénéfice potentiel, c'est quand même grave. Et je peux vous dire, déjà ça, c'est pas facile, parce que vous avez vu que parfois c'est un peu agressif. Il y a des plantes qui ne restent pas vraiment dans leur terre facilement, malgré toutes les précautions et d'information et de transparence et de sécurité qui ont été prises. Donc pour moi, les OGM, oui, c'est un moyen efficace, rapide de sélection des plantes. Il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quelles conditions. Inversement, fermer la porte juste pour la France ou l'Europe, ça paraît absurde parce qu'il y a des échanges partout, donc il faut rester compétent. Est-ce qu'on en cultivera chez nous? Est-ce qu'on en mangera chez nous? C'est sûrement pas aux chercheurs de décider. Les chercheurs, je pense que notre devoir, c'est de garder la compétence. Est-ce que les consommateurs en voudront? Est-ce que les agriculteurs en voudront? Est-ce que la société en voudra? C'est vraiment une question qui va bien au-delà de la compétence des chercheurs. Mais nous essayons de rester, oui, compétents sur ce sujet-là. Merci. Question dans la salle? Oui, deux questions, madame. Je n'ai beaucoup apprécié votre exposé. Gérard Cornet, je suis ontologue. Une question par rapport à l'obésité et l'alimentation industrielle. Il semble qu'on vient de découvrir que beaucoup d'additifs mis dans les produits alimentaires manufacturés favorisaient une modification irréversible, si vous voulez, de l'équilibre physiologique et serait une cause de l'obésité. Donc, avez-vous fait des recherches là-dessus? L'autre question sur laquelle je m'interroge, c'est la volatilité des prix et les modèles économiques agricoles qui ont de tout temps posé un problème aux agriculteurs. Comment est-ce qu'on va faire
pour réguler, empêcher cette spéculation sur les produits agricoles et sur les terres? Bon, deux questions lourdes et qui mériteraient pas mal de temps. Alors, peut-être sur la volatilité des prix, vous l'avez vu, puisqu'on a les courbes remontées d'assez loin, il y a eu des variations de prix depuis toujours. Hein. Depuis toujours, je pense que si on remontait dans des systèmes économiques très anciens, on retrouverait des prix variables. Mais c'était, disons, de l'ajustement lent. Or, on a maintenant un phénomène de volatilité des prix qui, par nature, est différent de celui qu'on a connu avant, et notamment du fait de l'arrivée des marchés de commodités alimentaires, c'est-à-dire des marchés financiers qui font des transactions financières, mais pas des transactions physiques sur les marchés des denrées alimentaires. Donc, vous l'avez vu, puisque ça a été un sujet que la présidence française du G20 a mis à l'ordre du jour au niveau international. Donc, à quoi ont-ils pensé? Qu'ont-ils suggéré? Parfois en arrivant au bout, parfois en n'arrivant pas au bout. Ils ont suggéré d'avoir une certaine régulation, au sens, c'est pas un joli mot français, mais une certaine réglementation des marchés financiers. Donc avec une transparence sur les ordres donnés. Donc là, je sais qu'il y a des choses en préparation. Donc, de fait, ils ont suggéré d'avoir une manière de diminuer les ordres instantanés qui peuvent donner encore plus de nervosité, comme le disait Von Braun, ces phénomènes de volatilité liés au stress, qui sont des phénomènes différents en nature de la volatilité adaptation marché. Donc ils essayent je crois que nos gouvernements au niveau européen, essayent de voir comment avoir des outils de régulation des marchés. Deuxième chose, vous pouvez éviter des bulles, c'est-à-dire des bulles du fait de l'ignorance des récoltes futures. Et sachez qu'un certain nombre d'investissements sont faits aujourd'hui pour, avec un couplage des satellites et de l'observation des cultures, essayer d'avoir une meilleure prévisibilité des récoltes, l'information souvent tue les mouvements un peu artificiels. Donc en espérant qu'une meilleure information sur les récoltes à venir sera un outil d'amortissement d'un certain nombre de ces amplifications de mouvements. Troisième élément, c'est s'assurer qu'on ait une production en quantité suffisante. Donc là, c'est la décision de développer un programme de recherche mondial sur le blé. Je vous montrais ce qui était en train de se passer sur les rendements du blé. Il y a un programme de recherche mondiale sur le blé qui a été démarré à l'initiative française là, en juin pour voir comment assurer en conditions climatiques erratiques, qui sont celles que nous connaîtrons, et plus extrêmes, comment assurer des rendements suffisants dans les céréales de base, puisque vous savez qu'avec le blé, le riz et le maïs, vous nourrissez quand même essentiellement l'humanité. Enfin, vous avez une base essentielle pour nourrir l'humanité. Donc, ça peut être des natures. Comment assurer un volume et une régularité par la qualité des plantes, comment avoir une meilleure prévisibilité, comment s'assurer de la connaissance des stocks, parce qu'évidemment, les spéculateurs, s'ils savent qu'il y a des stocks relargables, vous savez que en même temps que se produisait ce faible investissement en agriculture et donc cette diminution de la croissance de production agricole, les stocks diminuaient dans les différentes régions du monde de manière non coordonnée, ce qui fait que les États n'avaient plus de capacité d'intervention sur les marchés. Chacun avait réduit ses stocks pour des raisons diverses et variées. Et on était arrivé, je crois, à une époque à 3 semaines de stock au niveau mondial, ce qui est quand même court pour des plantes à production annuelle. Donc, mieux connaître les stocks, pouvoir les mobiliser, ce sont aussi des outils de lutte contre les mouvements de spéculation sur les marchés. Donc il y a un très bon rapport qui a été publié, si ça vous intéresse, on vous donnera les références au niveau mondial au mois ça doit être juin, je crois, sur les différents moyens de lutter contre les différents paramètres qui interviennent sur la volatilité des prix. Alors sinon, sur l'obésité, là il faut que je vous renvoie des spécialistes. Ce qui est certain, c'est que même sans aller jusqu'à ce que vous dites, quand on mange 4800 kilocalories, ou même s'il y a quelques déchets sur l'assiette, quand on mange 4000 kilocalories, globalement ça ne marche pas, surtout qu'on est plus sédentaire qu'avant. Vous avez un problème d'excès d'apport par rapport à la consommation. Donc si en plus vous déséquilibrez votre alimentation en ayant plus de sucre rapide et plus de graisse par rapport à une alimentation, disons, avec des sucres lents ou avec des fibres, de toute façon, là aussi, vous déséquilibrez. Donc ça, il y a des fondamentaux
qui ont évolué de manière extrêmement visible. Donc même sans parler des additifs, il y a des déséquilibres alimentaires en nutriments qui sont évidents. Alors après, il peut y avoir des phénomènes plus compliqués. Et comme vous le savez, je ne vais pas trop m'attarder parce que sinon je vais vous faire passer une longue soirée, on a tous à peu près 2 kilos de bactéries là, dans le tube digestif. Et ces bactéries, c'est ce qui fait que les aliments sont dégradés. Et en fonction de cette vie bactérienne de notre intestin, on ne dégrade pas tous les aliments de la même manière. Et on a découvert récemment, chez les souris, il faut être modeste pour l'instant, mais que les milieux bactériens des souris qui deviennent facilement obèses sont différents des milieux bactériens des souris qui ne deviennent pas obèses. Donc on a vraisemblablement des types bactériens qui ont des rôles sur les propriétés physiologiques des gens. Et alors ce que vous êtes en train de me dire, là je ne connais pas ces travaux-là, c'est qu'il y a peut-être des additifs qui favorisent telle ou telle évolution du milieu bactérien intestinal. Écoutez, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la suralimentation, le déséquilibre alimentaire sont des sources majeures d'obésité. Et déjà là, on a un beau sujet. Est-ce que l'agriculture biologique peut permettre de nourrir 9 milliards d'habitants ? Alors c'est une question qui a été posée, vous le savez, après la publication d'un rapport mondial. Alors vous savez que la FAO a fait des démentis. En fait, ce rapport n'était pas un rapport de la FAO et la FAO a bien dit qu'il y avait un vrai problème. Parce qu'au fond, de quoi parle-t-on quand on parle d'agriculture biologique ? Soit on parle d'agriculture traditionnelle, soit on parle d'agriculture normative, comme celle qui est réglementée en Europe, n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse. De fait, si vous voulez que les populations africaines se nourrissent, investir en agriculture, ça veut dire leur apporter des semences, leur apporter des matières fertilisantes. Je veux dire, moi, après, je ne me prononce pas sur la nature des matières fertilisantes et des semences à leur apporter, mais ce qui est certain, c'est qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez des différences de 1 à 1000 dans les rendements des cultures entre des zones qui n'ont pas accès à des facteurs de production et puis ce qui se passe dans nos pays. Donc, objectivement, il est difficile de dire aux Africains, écoutez, vous avez beaucoup de chance, vous mangez biologique. Ils préféreraient manger avant de manger biologique. Donc, je crois que dans cette affaire-là, il y a eu donc la FAO a démenti qu'on pouvait nourrir la planète avec l'agriculture biologique au sens où les personnes qui avaient posé la question l'avaient posée. Moi, je vous dirais, de toute façon, il y aura plusieurs types d'agriculture. L'important dans le monde, c'est qu'on permette à plusieurs types d'agriculture d'exister, qu'on permette à l'agriculture familiale de se développer, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'elle soit importante sur les masses, mais elle est importante pour le développement des zones rurales où les gens crèvent de faim. Donc, de toute façon, il y a une priorité d'investissement sur l'agriculture familiale dans des zones qui n'ont pas suffisamment à manger. Et puis, vous aurez certainement plusieurs types d'agriculture dans le monde, et ne me faites pas dire que l'une est indispensable et l'autre non. Je crois qu'il y aura cohabitation des différents types d'agriculture dans le monde. Où dans votre contexte global, vous placez l'épuisement de le pétrole pas cher, c'est-à-dire dans les prochains 50 ans, quand il faut développer, bon, il faut pas nécessairement, mais si on ne développe pas tous les pétroles, d'où viendra les fertilisants et tout ça? Et comment on va garder une production forte sans tout ça? Toutes vos questions sont des questions immenses. Alors d'abord, nous ne sommes pas des spécialistes du marché de l'énergie. Dans notre livre, on est allé chercher les publications de l'Agence internationale de l'énergie ou d'autres endroits plus compétents que nous. Par contre, ce qu'on s'est amusé à faire, enfin quand on dit que c'est amusant, bof, enfin en tous les cas, on a regardé les hypothèses agronomiques des publications des spécialistes de l'énergie. Et là, nous sommes beaucoup plus prudents que les personnes spécialistes de l'énergie sur les hypothèses qu'ils ont prises quant au carbone renouvelable. Donc il y a un chapitre dans lequel on a cité tous ces travaux sur l'énergie, les énergies renouvelables, et on a essayé de revisiter les facteurs qui nous paraissaient un petit peu optimistes, disons. Alors, savoir si oui ou non le carbone fossile vient à épuisement, je ne sais pas vous le dire parce qu'il y a le carbone pétrole, il y a le carbone charbon, il y a le carbone gaz, enfin il y a plusieurs sources de carbone, et en plus ce sont des acteurs qui détiennent l'information, qui sont des opérateurs sur ces marchés. Donc, et vraisemblablement, en plus, l'accessibilité dépend du prix.
C'est-à-dire on suppose qu'on peut avoir accès à d'autres ressources si on met plus de prix. Donc moi, je ne me prononcerai pas sur les 50 ans, j'en ai aucune idée. Ce qui est probable quand même, c'est qu'il y a une raréfaction, probable à un coup donné. Et ce qui est sûr pour le coup, et c'est pour ça que de toute façon nous nous sommes lancés dans le carbone renouvelable, parce que ça c'est sûr, c'est que dégager du carbone dans l'atmosphère, il va falloir le limiter. Parce que ça, le changement climatique, il est établi. Et donc, moi je ne sais pas quelles sont les ressources de carbone fossiles, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'on a intérêt collectivement à limiter les dégagements de gaz à effet de serre. Parce qu'on vit quand même sur une planète solidaire. Hein, donc, voilà. Et donc, nous nous sommes placés dans des hypothèses où il était utile, dans les années à venir, de produire du carbone dit renouvelable, dont le bilan global doit tendre vers quelque chose de plus en plus favorable par rapport aux gaz à effet de serre. D'où le fait de penser plutôt deuxième, troisième génération de carburants issus d'algues, d'agriculture, de forêt, de matières renouvelables ou de déchets. Parce que je dirais d'abord, c'est l'économie d'énergie. Je dirais la première manière de résoudre ce problème, c'est l'économie d'énergie. La deuxième manière, c'est de réutiliser les déchets. Puis après, vous déclinez qu'est-ce qu'on a comme source de carbone renouvelable, à quel coût, est-ce que c'est accessible, et quelles sont les technologies qui permettent de les obtenir. Donc nous travaillons beaucoup sur la partie comment produire avec des meilleurs bilans globaux du carbone renouvelable. Comme je vous le dis, microalgues, ça peut être aussi des plantes, ça peut être des cultures dédiées, ça peut être de l'exploitation forestière raisonnée. Voilà, il y a beaucoup de pistes de travail. Oui, bonjour, François Toussaint, je dirige le GAP, le groupe d'adaptation et de prospective du Haut Conseil de santé publique. On se pose un petit peu toutes les questions, notamment celles que nous vous avions amenées à traiter au niveau de ce colloque adaptation au muséum il y a 1 an et demi, et en particulier pour répondre à la question du plan national d'adaptation au changement climatique, la question qui est actuellement celle de la limitation sur votre avant-dernier point. Vous nous dites, alors qu'on vient de démarrer 2012 à 5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières, on a eu une année 2011 qui est la plus chaude de toutes les années avec le phénomène La Niña, et on a eu 50% de déficit hygrométrique au printemps 2011 et à l'automne 2011. Donc sur tous ces changements-là, quelles seraient vos recommandations immédiates ou à court terme en ce qui concerne les pratiques agricoles? Qu'est-ce que, au-delà de la recherche, quelles sont déjà dès à présent les recommandations qui seraient nécessaires de mettre en place vis-à-vis des sols, des terres et de l'ensemble des cycles finalement de production français par rapport à cet objectif de sécurité alimentaire pour nos 65 millions de concitoyens? Alors d'abord, et nous sommes un groupe qui venons de publier un rapport au niveau international là-dessus, on a la conviction qu'il faut inclure l'agriculture dans les disciplines internationales, disciplines au sens large, hein, dans les mécanismes internationaux liés à la modération, à l'atténuation du changement climatique. Pourquoi? Parce que je veux dire, techniquement, je pourrais vous donner toutes les solutions que vous voulez. S'il n'y a pas de signaux économiques donnés aux opérateurs, comme quoi il faut s'engager dans telle ou telle voie, je veux dire, tant que c'est une décision individuelle pour la production d'un bien collectif, il y a besoin de... Enfin, je crois qu'il y a eu des bons rapports du plan là-dessus. Il y a besoin soit de réglementation, soit d'incitation. Enfin, il y a besoin soit de marché. Enfin, on a quelques types d'outils économiques, mais il faut adresser des signaux aux opérateurs individuels pour qu'ils aient individuellement intérêt à agir pour le bien collectif. Donc, je dirais pour moi, première priorité, c'est d'inclure l'agriculture dans les négociations internationales. Vous savez qu'on a obtenu cette année, alors je ne sais plus comment c'est rédigé, mais on a obtenu, je crois, qu'il soit étudié la mise à l'agenda du thème agricole dans les futures négociations. Oui, c'est à double tiroir. Hein. Voilà. Donc, mais c'est mieux que rien. Hein. Je veux dire, on peut toujours regarder. Ça veut dire qu'au moins le sujet a été posé, qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont opposés, mais comme il y a des gens qui tenaient beaucoup, ben voilà, il y a eu un compromis. Donc, premier résultat, là récent, hein, c'est le mois dernier. De mise à l'étude, blablabla. Donc ça c'est le contexte global, parce que tant que vous n'aurez pas, comme sur la forêt, de signaux économiques, je veux dire, la morale, ça a rarement marché sur une somme d'opérateurs qui interviennent dans toutes les zones du monde. Par contre, des signaux collectifs qui changent l'attitude des individus, c'est important. Après, vous avez les modalités techniques
d'atténuation. Je dirais, la première modalité d'atténuation, c'est tout ce qui est économie d'énergie. Alors le problème des économies d'énergie, c'est qu'on en reparle régulièrement et notamment quand l'énergie est chère. C'est-à-dire que là aussi, le signal prix donne plus ou moins de valeur à telle ou telle mesure d'économie en fonction de ce qu'elle permet d'assurer comme équilibre global. Et ensuite, vous avez des modalités, comme vous savez, il y a le CO2, il y a le N2O, enfin les oxydes d'azote. Dans les gaz à effet de serre issus de l'agriculture, vous avez bien sûr le gaz carbonique, pour lequel l'agriculture et la forêt sont des capteurs ou des émetteurs, selon les pratiques. Vous avez les oxydes d'azote, pour lesquels là l'agriculture est plutôt émettrice, du fait soit de l'ammoniac, soit des oxydes liés à l'utilisation de matières fertilisantes, et le méthane, qui lui est roté par les animaux ruminants. Notamment, et dégagé par les tourbières, les rizières, enfin la fermentation. Globalement, c'est un produit de fermentation. Et donc, en changeant l'alimentation des animaux, par exemple en changeant l'alimentation des vaches, on a des moyens de baisser les émissions de CH4. En ne retournant pas les prairies, c'est plus favorable au stockage de gaz carbonique. Alors après, il y a des sommes de pratiques qui permettent d'avoir un bilan plus favorable au niveau de l'agriculture et de l'élevage par rapport à un bilan qui se ferait par les techniques actuelles. Donc on a des possibilités techniques dans ces domaines et puis des travaux pour aller plus loin. Pour le changement climatique, les semences... Alors oui, alors là, votre question, ça peut être l'adaptation. Donc là, moi, je vais vous parler d'atténuation, parce que pour moi, le premier type d'action qu'il faut avoir, c'est essayer de plus stocker ou de plus capter ou de moins dégager. Voilà, donc ça, je pense que la première priorité, c'est l'atténuation, mais vous avez raison, de toute façon, il faut prévoir l'adaptation, et c'était tous les paramètres que vous décriviez, de périodes de sécheresse inattendue ou de périodes de chaleur à un moment où on ne l'attendait pas, etc. Alors oui, il faut qu'il y ait adaptation, mais là, il y a un vrai problème, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les sélections de plantes, pour l'instant, c'est 10 à 15 ans. Donc si vous voulez accélérer, alors il y a certains pays qui vous diront que oui, les techniques de génie génétique sont un des modes d'accélération de la sélection. Je vous dirais que nous, dans un contexte européen, ce que nous faisons, c'est de la génomique, c'est essayer d'identifier de manière plus efficace les gènes, les groupes de gènes qui permettent d'être plus résilients en situation de sécheresse, par exemple. Vous savez, on a 10 000 blés dans notre conservatoire de Clermont-Ferrand. Il y a des blés qui poussent dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a des blés qui poussent dans des zones où il fait très froid. Il y a des blés qui poussent dans des zones où il fait très chaud. Donc en fait, on peut, quand on a une grosse variabilité génétique disponible, identifier des groupes de gènes qui donnent ou telle propriété et ensuite faire des croisements pour introduire dans les variétés. Et avec la génomique, on a l'ambition de réduire le délai par 2. Donc ce n'est pas du génie génétique, mais c'est d'identification des gènes intéressants pour les propriétés en question et de l'introduction ciblée. Je ne sais pas s'il faut que j'aille dans les détails, mais en sélection assistée par marqueur, vous faites un croisement classique, mais vous voyez avec le marqueur si la séquence qui vous intéressait est passée ou pas. Sinon, vous êtes obligé d'attendre que le blé s'exprime avant de savoir si la séquence est passée. Je ne sais pas si je suis compréhensible. Donc vous gagnez du temps de sélection, puisque vous n'avez pas besoin que la propriété s'exprime pour savoir que l'ensemble de gènes est passé. Voilà, donc oui, en faisant de la génomique, en faisant de la sélection assistée par marqueur, en faisant un certain nombre de techniques, on a l'ambition d'arriver à 7 ou 8 ans. Mais on est quand même dans des temps lents. Donc il faut avoir la modestie de savoir que résoudre le problème de plafonnement des rendements, ce sera... Alors on peut faire de l'agronomie dans l'immédiat, c'est-à-dire avoir des pratiques agronomiques mieux adaptées, mais que la génétique, ce sera des temps plus longs. Alors ce sont des choses qui ont commencé quand même. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la sécurité alimentaire. On parle de plus en plus de l'entomophagie, la consommation alimentaire d'insectes. La FAO et des fonds européens essayent d'encourager cette pratique-là. Je voulais savoir, dans le système dont vous parlez, quels acteurs est-ce que ça engage et comment est-ce qu'on annonce une telle modification comportementale et voilà. Écoutez, là, les pratiques alimentaires sont extrêmement diverses dans le monde. Je veux dire, ça a dû vous arriver aussi en voyageant de manger des choses
un peu étrange. Moi, j'ai mangé des insectes, oui. Peut-être que vous en avez mangé aussi. Bon, on en ressort, on n'a pas l'habitude. Hein, c'est un choc culturel. Par contre, physiologiquement, il y en a certains qu'on peut manger. Alors après, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on a des systèmes d'élevage qui permettront d'avoir en grande quantité ces protéines d'un autre genre disponibles? Bon, nous ne travaillons pas du tout là-dessus dans notre institut. Je ne sais pas s'il y a des instituts de recherche qui travaillent là-dessus, hein, comment avoir des méthodes d'élevage de ces insectes, certainement. Et par ailleurs, plus essentiel, les habitudes alimentaires. C'est-à-dire, en fait, on ne décrète pas que les gens ont envie de manger des sauterelles, hein, quand même. Hein. Donc il faudrait que, dans les pays où les gens ont déjà l'habitude d'en manger, ça peut être une solution, parce qu'en fait, il y a une habitude alimentaire. Moi, je crois quand même beaucoup que l'alimentation, c'est très culturel. Je crois qu'il y a eu de très bons écrits là-dessus, de très bons anthropologues. Et puis les derniers travaux de Fischler, enfin il y a déjà quelques années, hein, je suis ce que je mange. Donc il faut se rendre compte que l'alimentation, ça a aussi un aspect profondément constitutif de ce que nous sommes. Donc je ne crois pas qu'on puisse changer les cultures alimentaires de manière radicale très facilement, même si les transitions alimentaires que je vous montrais tout à l'heure sont peut-être un contre-exemple. Peut-être, oui. Monsieur. On va prendre deux dernières questions. Parce que une question très rapide. Ça fait longtemps qu'on parle des biocarburants de deuxième génération. Où est-ce qu'on en est des recherches? Ben ça avance bien. Hein. Après, c'est toujours une question de... Donc ça marche. Je veux dire, ça fait longtemps que ça marche, hein, en pilote et en dimension moyenne. Le problème, c'est toujours les bilans économiques. Hein. C'est-à-dire, il faut augmenter les rendements, les facteurs de transformation. Et si ça vous intéresse, il y a beaucoup de publications. Je pourrais vous envoyer des publications. Alors nous, on est impliqués dans l'Est de la France sur les projets Futurol. On est impliqué dans des projets à base d'oléagineux, mais là de manière plus modeste en région parisienne. Je veux dire, objectivement, dans le monde entier, vous avez des travaux qui de fait, montrent que c'est faisable. Alors, il faut augmenter les rendements et il faut voir l'équilibre économique. Hein, c'est-à-dire les problèmes de zone d'approvisionnement, c'est-à-dire comment vous garantissez l'approvisionnement en matières premières, qui est très vite un problème compliqué. Et puis après, les questions de prix. Parce qu'aujourd'hui, à la rigueur, en France, si on raisonnait seulement économie, c'est l'importation qui marcherait le mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle durable. Vous voyez, donc il y a des... Ça entraîne beaucoup de questions. Mais si vous voulez, on a des bilans. Donc on peut, si vous donnez vos coordonnées, Antoine, là qui est à côté de vous, on vous enverra des bilans au jour d'aujourd'hui. Oui, madame. Production agricole et emploi. Parce que l'on pourrait, dans bon nombre de pays du Sud, produire beaucoup plus sur de grandes exploitations, beaucoup plus efficientes, etc. Mais qu'en serait-il quand on sait qu'il y a, vous devez pouvoir préciser le chiffre, environ 2 milliards de petits paysans qui ont aujourd'hui un revenu, certes insuffisant, mais il faut aussi... on pourrait peut-être l'augmenter. Donc, il y a là, évidemment, dans un certain nombre de pays, un choix à faire. Oui, mais c'est certainement pas nous qui ferons le choix. Et vraisemblable. Enfin, ce qui nous paraît, vu de notre point de vue externe, hein, nous n'avons pas à faire ce choix et nous ne devons pas le faire. Hein. Par contre, de notre point de vue externe, investir en agriculture, à coup sûr, ça marche. Parce que si vous donnez des facteurs de production à ces paysans qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim, hein, puisque c'est bien eux qui sont la majorité des gens qui sont sous-alimentés, vous augmentez leur production, vous créez une capacité à investir, vous créez une capacité à démarrer une économie rurale, et donc de toute façon vous agissez favorablement pour le développement de ces zones. Alors après qu'il y ait cohabitation de grandes exploitations, comme on voit au Brésil. Hein. Au Brésil, vous avez 2 ministères de l'agriculture.
le ministère des grandes exploitations et le ministère de la paysannerie. Et vous avez de fait eu à la fois, ce qui est quand même une belle réussite, hein, ce développement de la paysannerie pour lutter, le zéro faim, c'était quand même un sacré programme, hein, et en même temps des exploitations avec des milliers et des milliers d'hectares. Donc est-ce que ce n'est pas un modèle multiple et divers qu'on observera de plus en plus dans toutes les parties du monde? Oui, Jean-Jacques Boutroux, AVSF. Je me positionnerai en tant que bénéficiaire ou représentant de bénéficiaires en tant que professionnel du développement rural. Et je voudrais exprimer à Madame Guilloux que nous sommes très honorés de ce que nous sommes associés à la sortie de ce livre, 9 milliards d'hommes à nourrir, et sa présentation ce soir au Centre d'analyse stratégique. Honoré parce que vous avez exprimé dans le livre et dans cet exposé ce soir avec beaucoup de clarté et hauteur de vue les différentes facettes d'un problème complexe, à la fois compliqué et simple, qu'est la nécessité de sécurité alimentaire. Nous côtoyons au quotidien dans une vingtaine de pays où nous coopérons au renforcement justement des agricultures familiales, cette situation. Malheureusement, la grande majorité des gens qui n'ont pas assez à manger ou qui souffrent de problèmes nutritionnels sont souvent, et pour une grande partie, en milieu rural. Alors que faisons-nous sur le terrain? Nous accompagnons par des programmes de coopération ces populations rurales et les institutions dans les zones difficiles, souvent marginalisées, pour qu'ils conquièrent justement des modes de production efficients et soutenables. Et là, effectivement, il y a besoin des résultats de la recherche agronomique. Et en cela, cet ouvrage, pour nous, constitue un ouvrage de référence que je conseillerais à l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous dans ces 20 pays et ici en France. Donc besoin de renforcer des modes de production efficaces et durables. Monsieur, s'il vous plaît, peut-être vous avez une question. Non, c'est simplement un témoignage. Un témoignage parce qu'effectivement, les actions clés qui sont proposées vont tout à fait dans le sens justement de cette coopération. Voilà. Là, donc, il faut peut-être signaler, parce que Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF, c'est Agronomes et Vétérinaires sans frontières, de fait, nous avons donné nos droits d'auteur à cette association parce qu'elle intervient sur le terrain, dans des zones où il me semble que les interventions sont utiles. Donc peut-être que tout le monde n'avait pas compris que vous avez été associé parce que les droits d'auteur iront à votre association. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une toute dernière question. Il y a monsieur au premier rang. Au début de votre intervention, vous avez souligné la question clé de l'accès, et en particulier en évoquant les émeutes de la faim. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez réalisé des scénarios prospectifs sur des risques de conflits interétatiques, cette fois, concernant l'accès aux ressources, et en particulier dans le cadre des pays qui louent leurs terres à d'autres pays, ou qui même les vendent, et voilà, donc avec des risques potentiels de conflit. Alors non, nous n'avons pas fait d'études stratégiques en fait sur ces facteurs-là. Il y en a d'autres. Il y a eu quelques publications sur les corrélations. Alors après, moi je sais pas, je n'en connais pas la valeur. Je n'ai pas assez d'esprit critique personnel à exercer sur ces publications. Mais il y a eu un certain nombre de publications sur la corrélation entre les émeutes ou les révoltes de cette année. Avec le prix du blé ou avec des... Vous voyez, on peut essayer de comprendre un certain nombre de choses à travers les phénomènes alimentaires. Il y a une histoire des révoltes, et c'est d'ailleurs une phrase qu'on a utilisée dans la conclusion de notre introduction, c'est-à-dire que c'est souvent intéressant de regarder l'histoire alimentaire d'un peuple et de regarder en même temps ce qui s'est passé du point de vue phénomène de société. Et les famines, enfin quand on regarde les petites périodes glaciaires, enfin quand vous vous amusez à regarder l'histoire des pays en même temps que l'histoire alimentaire, vous avez souvent des corrélations. Et au fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il pourrait y avoir dans l'avenir des corrélations entre ces enjeux territoriaux qui deviennent forts dans certaines zones du monde et une grande histoire. Mais nous pourrions participer à des travaux que d'autres conduiraient dans ce domaine-là, mais par contre, nous n'en avons pas l'ensemble des compétences. Je pourrais s'associer à d'autres, je crois que ce serait plus réaliste.
Je rappellerai juste à ce sujet que le Centre d'analyse stratégique a publié il y a 2 ans un rapport sur les cessions d'actifs agricoles dans le monde et qui a illustré justement ce problème des tensions sur les cultures, sur l'appropriation des terres. Et voilà. Donc je vous invite à voir ce rapport qui est disponible sur le site internet du Centre d'analyse stratégique. Marion Guillou, merci. Merci à toutes les personnes qui sont venues assister à cette conférence et merci également à tous les internautes qui nous ont suivis en direct. Je rappellerai juste le titre de votre livre, 9 milliards d'hommes à nourrir, un défi pour demain, aux éditions François Bourin. Merci. Merci.